Chez De Champlain, on a ouvert les yeux. On le sait et on est conscient que la planète a besoin de nous tous collectivement. C'est pourquoi nous vous proposons d'investir dans des entreprises qui tiennent compte des critères environnement, social responsable et saine gouvernance. Le E dans ESG, c'est pour environnement. Ça veut dire que tes placements encouragent les entreprises à protéger et respecter l'environnement. Il faut penser à nos petits poissons du monde. Hein, mon petit Sam? Comment ça va, mon petit Sam? Sam? Ah oui, c'est vrai, tu donnes même des noms à tes poissons. Ben oui, Samuel de Champlain. OK. Ben, comme de Champlain, la compagnie de Champlain. J'étais allé chercher ça loin. Hey, on peut-tu arrêter de parler de tes poissons 2 minutes? C'est quoi qu'elles font, ces entreprises-là, pour être si écolo? Ben, écoute, souvent, les entreprises plantent des arbres ou elles ont plein de certifications comme EcoCert, Ecologo, Beauty Without Bunnies, EWG Verified. OK, c'est bon, on a compris, Martin. S. Le côté social des placements ESG cible les entreprises qui offrent des conditions de travail favorables. Les entreprises qui ne font pas travailler les enfants, qui sont équitables envers la main-d'œuvre et qui préviennent les accidents. OK, Daniel, je vais investir une partie dans le fonds ESG. Juste une partie? Ben là, voyons. Ben, je comprends pas. Ben, c'est évident que ça sera pas rentable. Ben, sois surprise. Bon, je suppose que tu vas me dire que c'est rendu aussi rentable, parfois même plus, puis que c'est plus juste trendy d'investir dans ce type de fonds, qu'on est juste rendu là, c'est tout, puis que le monde a évolué. C'est ça, exactement. Donc, je vais faire autant d'argent. C'est ça. G pour gouvernance. Dans la majorité des entreprises, il y a une sous-représentation féminine dans les membres de la direction. C'est pourquoi nous exigeons qu'il soit composé d'au moins 25 % de femmes. OK. Est-ce que c'est juste pour ça que vous avez choisi une femme pour la narration? Puis là, je suppose que tu comptais conclure ça de même, avec le minimum de 25 % de représentation de femmes. Belle conclusion. Catherine? Bon. Un monde plus vert et équitable, c'est une mission chez De Champlain. Chez De Champlain, on n'est peut-être pas parfait, mais on travaille fort pour être votre meilleur allié et celui de la planète. Je vais vous parler un peu de Champlain Groupe Financier. Qui sommes-nous? Nous sommes un des plus importants cabinets financiers indépendants au Québec et nos services sont du volet planification financière, fiscale, successorale, tout ce qui est volet protection en assurance, vie, invalidité, maladie grave. Bien sûr, le volet investissement occupe une place très importante chez De Champlain. Nous avons également une division gestion privée pour les portefeuilles plus importants et tout un réseau d'experts qui gravitent autour de nous pour les besoins de nos clients investisseurs. Donc, on parle de comptables, notaires, avocats, fiscalistes, courtiers hypothécaires, coachs d'affaires, coachs d'entreprise. Donc, tout un réseau susceptible de travailler en complémentarité avec nous pour combler les besoins de nos clients. Notre mission chez De Champlain, c'est de guider et d'inspirer nos clients vers la réalisation de leur objectif de vie en mettant en place les stratégies et les solutions pour y parvenir. J'aime dire que notre rôle chez De Champlain, c'est d'aider les gens à réaliser leurs rêves de vie. Alors, c'est un privilège. Maintenant, entrons dans le vif du sujet de notre rencontre d'aujourd'hui, l'investissement responsable ou communément appelé l'investissement ESG. Qu'est-ce que c'est que l'investissement responsable? Bien, ce sont des entreprises qui adhèrent aux 17 objectifs de développement durable des Nations unies, qui adoptent ces principes d'investissement responsable. Chez De Champlain, tous les conseillers sont accrédités avec AIR, qui est l'Association d'investissement responsable canadien. On souhaite chez nous vraiment jouer un rôle de leader en investissement responsable. On veut faire notre part pour la planète et pour l'environnement et pour le futur de la Terre. Donc, il y a 3 ans, on a créé 5 modèles de portefeuille ESG, donc selon les profils d'investisseurs, où on a fait nos devoirs en regardant au Canada quelles sont toutes les firmes, les meilleures firmes en investissement responsable pour bâtir des portefeuilles et à l'intérieur de ces firmes-là, choisir les gestionnaires vedettes, les meilleurs gestionnaires, autant au Canada, aux États-Unis que dans le monde, pour bâtir nos modèles de portefeuille. Vous voyez ici les firmes avec lesquelles on transige principalement. Donc, ce sont les principales firmes qui constituent nos portefeuilles d'investissement responsables. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir avec moi 2 invités qui représentent ces firmes-là. Donc, Alexandra Tanguay, qui est MBA, CFA et gestionnaire de portefeuille chez RGP Investissement,
et Mo Maz, qui est également MBA et CFA, qui est vice-président des ventes chez NEI. Alexandra, Mo, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Mercredi midi. Merci. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette invitation. Merci à vous deux. Alors, Mo, je te passe la balle en commençant pour que tu puisses nous parler un peu de l'évolution au fil des années de l'investissement responsable. Ça vient d'où? Puis on est rendu où aujourd'hui dans tout ça? Parfait. Tout d'abord, bonjour tout le monde et merci beaucoup, M. de Champlain, pour cette invitation et merci à l'auditoire pour son intérêt pour l'investissement responsable. Donc, pour commencer, on va tout d'abord redéfinir un petit peu l'investissement responsable. Comme a dit Sylvain, il consiste à intégrer les critères ou ce qu'on appelle communément les facteurs environnementaux, sociaux de gouvernance dans la sélection et la gestion des investissements. Donc, des fois, on parle d'investissement durable ou des fois encore, on parle d'investissement éthique. Il y a pas mal de gens qui pensent à tort que l'investissement responsable, c'est une mode, quelque chose de nouveau, c'est une saveur du jour qui va disparaître prochainement. Une fois même, il y a un sceptique qui m'a parlé comme quoi l'investissement responsable, c'est une création de la fameuse Greta Thunberg lors de son passage à Montréal en 2019. Donc ça, c'est quelque chose vraiment, juste pour montrer que les gens ont de mauvaises idées par rapport à l'investissement responsable. Pour revenir, il faut remonter un petit peu aux origines. Il faut revenir aux années 70, aux années 80. C'est plus précisément, si on veut une date exacte, c'est en 1973 que le YWCA du Canada, c'est une coalition d'églises, ils ont commencé par publier un rapport qui s'appelle Investment in Oppression, c'est-à-dire l'investissement dans le cadre de l'oppression. Ce rapport, il démontrait comment les investissements étrangers en Afrique du Sud, ils ont beaucoup appuyé un système de différenciation qui s'appelait à l'époque l'apartheid. Et donc là, le rapport est sorti, il fallait attendre 1978, la première initiative vient de la Banque royale du Canada qui a mis fin au prêt à l'apartheid. 1980, c'est TD, et après toutes les banques canadiennes et après les banques internationales, ils ont emboîté le pas et ils ont arrêté tous les nouveaux prêts et tous les renouvellements pour tous les investissements en Afrique du Sud. Ça a forcé les entreprises sud-africaines à faire plus de pression à leur gouvernement du moment qu'ils ont perdu l'accès aux marchés financiers mondiaux. Donc ça, c'est la première fois qu'on a utilisé ce qu'on appelle des techniques d'exclusion négative. Et à l'époque, ça s'est développé. On a commencé à faire des exclusions des industries d'armement, de tabac et autres. Puis, dans les années 2000, vient la phase de croissance. C'est là où il y a eu, comme a mentionné Sylvain tout à l'heure, l'adoption des principes d'investissement responsable soutenus par l'Organisation des Nations Unies, l'UNPRI, en 2006, ainsi qu'il y a le Sustainability Accounting Standards Board. Donc, c'est pratiquement un cadre qui est plus axé sur des arguments financiers pour la prise en compte de tous les facteurs ESG. Cette phase a vu l'adoption généralisée de stratégies d'investissement responsable différentes que l'exclusion. Donc, on a commencé à parler de l'inclusion, on a commencé à parler de l'intendance, de l'intégration. C'est des éléments qu'on va voir par la suite dans le cadre de la présentation. Le Grand Accord de Paris au moment de la COP 2015 et l'adoption des objectifs de développement durable des Nations Unies, les 17 au total, ont été des catalyseurs clés du développement du marché de l'ER dans la phase de maturation. Et puis maintenant, si on revient un peu plus par rapport à la description du sigle ESG, Ben, c'est bien que on a l'occasion de revenir là-dessus parce que c'est toujours intéressant de rappeler les notions de base. ESG, comme on a vu tout à l'heure, c'est tous les aspects environnementaux. Donc, ça parle du changement climatique, des plastiques à usage unique, de la rareté de l'eau. Sociaux, c'est tout ce qui a trait à la diversité et à l'inclusion, la relation avec les autochtones et la communauté. Et la gouvernance, c'est plus la rémunération des dirigeants et la composition des conseils. L'objectif à l'intérieur, c'est parfois de répondre à des questions simples comme cette image qu'on voit là, l'image de la première au niveau des facteurs environnementaux. C'est un cas qu'on va voir par la suite. Ça, c'est Deep Horizon. C'est la plateforme pétrolière de British Petroleum. Donc, est-ce que cette compagnie-là, est-ce qu'elle respectait l'environnement lorsqu'elle a eu connaissance des difficultés de sa plateforme? Ou par exemple, les facteurs sociaux, est-ce que la compagnie gère-t-elle de façon adéquate toutes les relations qu'elle a avec tous les employés, les clients et la collectivité également?
Et en dernier lieu, par rapport à la gouvernance, est-ce que la société possède-t-elle des structures de direction diversifiées? On ne parle pas uniquement des femmes, mais on parle de tout, des LGBTQ et autres. Est-ce qu'il y a quelque chose de juste et adapté à l'intérieur de ces conseils d'administration? Est-ce qu'il y a davantage d'inclusion? Mhm. Et puis, tu nous as préparé des exemples d'entreprises, justement, puis d'impact que peut avoir le cours d'une action lorsqu'une entreprise échoue sur un ou des facteurs ESG. Tu as parfaitement raison, Sylvain. C'est si une compagnie ne, ne se conforme pas ou s'il ne recherche pas son impact au niveau de tous les facteurs ESG, il y a un grand risque là. J'ai pris deux exemples quand j'ai parlé tout à l'heure de British Petroleum. Lorsqu'il y a eu lorsqu'il y a eu l'explosion de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, le titre de British Petroleum, il a perdu 51% en 40 jours uniquement. Donc, imaginez-vous, cette plateforme elle-même ne comptait même pas pour le 1/10 de la compagnie et il a fait baisser le titre de 43% en quelques jours. Et le titre, à date, on voit comme quoi il n'a jamais repris la valeur qu'il avait auparavant. Donc, c'est quelque chose qui peut rester, qui peut faire des préjudices irréparables à toute compagnie. Le deuxième exemple, c'est un exemple, on essayait d'avoir un exemple plus canadien, SNC-Lavalin. Tout le monde se rappelle le scandale de 2019, lorsqu'on a commencé à parler du scandale de gouvernance et tout. Le titre, il a chuté, mais d'une manière drastique, 69%, et même à date, il n'a jamais pu récupérer la partie. Est-ce que vous pensez qu'un des clients qui essuie des pertes comme ça, est-ce qu'il va rester avec le titre et autres? Donc, juste pour le full disclosure, donc, pour parler, notre compagnie NEI avait à l'époque exclu ces deux compagnies avant qu'il y ait ces événements-là. Puis pour montrer que même si SNC est quand même une firme québécoise d'ingénierie à grandeur internationale qui a du succès, qui va bien, comment ça peut faire mal quand on a des mauvaises règles de gouvernance? On pourrait en nommer quelques-uns, mais effectivement, on va se retenir un peu aujourd'hui. Mais si je vais plus loin un peu, tu as d'autres exemples. Tu sais, quand on parle de gestion traditionnelle, les gestionnaires de portefeuille traditionnels vont regarder le bilan d'une entreprise, vont regarder le plan d'affaires. Est-ce qu'il y a un potentiel de croissance dans ce secteur-là? Mais en investissement responsable, Mo, vous allez plus loin. Et j'aimerais que tu me donnes des exemples de où vous allez plus loin, de quelle façon vous allez plus loin au niveau des entreprises que vous sélectionnez et de l'impact ou de l'influence que vous pouvez avoir. Ça, c'est une excellente question. L'investissement responsable, ce n'est pas uniquement d'exclure des compagnies qui vont nuire aux facteurs ESG, mais c'est davantage de promouvoir plus d'impact positif sur les facteurs ESG. La preuve, c'est que à travers notre actionnariat, on peut faire de l'actionnariat actif. À travers le fait qu'on détient des actifs au nom des clients, mais dans des compagnies précises, on peut aller rechercher différentes manières de faire une différence à l'intérieur de ces compagnies à travers un dialogue avec les gestionnaires, les dirigeants de la compagnie, le conseil d'administration, mais parfois même avec l'actionnariat de la compagnie, donc à travers des résolutions proposées au conseil d'administration et aux assemblées générales. Là, j'ai ramené avec moi, donc, parce qu'avec la conformité, on ne peut pas parler de titres existants. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené des exemples un petit peu plus anciens qui vont passer au niveau de la conformité. Donc là, on commence par Suncor. L'objectif initial, c'était d'aider Suncor, qui est une compagnie pétrolière, à réussir sa transition vers une économie à faible émission de carbone. Donc, qu'est-ce qu'a fait NEI à l'époque? On a entamé des discussions avec les dirigeants pour définir les rôles et les activités dans une économie à faible émission de carbone. Donc, on a mené des discussions intenses avec le management sur l'avenir de Suncor et on a parlé avec eux par rapport aux mesures stratégiques nécessaires pour qu'ils demeurent une entreprise viable dans un contexte de carboneutralité. En 2017, donc ça, c'est le résultat final, c'est qu'en 2017, Suncor s'est fixé un nouvel objectif de réduction de 30% de l'intensité des émissions d'ici 2030. Donc, c'est quelque chose sur laquelle ils travaillent encore. Et depuis lors, plusieurs autres sociétés énergétiques comme ExxonMobil, Cenovus, Occidental, Tech Resources, ils ont tous emboîté le pas à Suncor, qui était quand même comme un leader, et ils ont publié leurs propres rapports financiers liés au changement climatique. Ça, c'est un élément, c'est là où on peut voir l'aspect positif de cet investissement responsable. Deuxième exemple qu'on a, c'est CN. Tout le monde se rappelle le malheureux incident de train, l'accident de train de CN au lac Mégantic. Personne ne souhaite, si on demande à tout le monde, personne ne souhaite que les dirigeants, à ce moment-là, même à date,
ils continuent d'avoir leur bonnet annuel comme si de rien n'était. On veut toujours qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une accountability, que les gens doivent rendre des comptes et tout. Et c'est là où l'objectif de NEI, à l'époque, c'était d'améliorer le dossier de sécurité du Canadian National après une série d'accidents. Ça remonte à 2007, c'est un ancien exemple. Mais à l'époque, il y avait beaucoup d'accidents ferroviaires. Il y en a même un déraillement qui a provoqué le déversement de plus de 200 000 litres de pétrole dans le lac Wabamun en Alberta. Et à la demande NEI, la compagnie, ils ont adopté une résolution dans laquelle la rémunération de leur président il est lié directement au dossier de sécurité de l'entreprise. Donc, on voit ici que dès qu'il y a des accidents, le président n'aura pas son bonnet annuel. Même chose pour Dollarama. Avec Dollarama, c'était quelque chose de différent. C'est parce que les recherches ont démontré que les sociétés qui ont au moins 2 femmes au siège de conseil d'administration, ils ont toujours un rendement supérieur de 4% à celui des compétiteurs qui n'en ont pas, qui ont juste des administrateurs masculins. Ça, c'est une étude. Moi, je vois qu'Alexandra aime beaucoup cette citation-là, ce point-là. Elle est vraie. Oui, c'est vrai. Vas-y, je te laisse continuer. Merci. Donc, ici, chez Dollarama, à un certain moment, quand ils voulaient passer les résolutions de leur conseil d'administration en 2014, NEI, il a voté contre tous les candidats. Ils étaient tous masculins. Et NEI a fait une proposition pour changer cette répartition et d'inclure davantage de femmes. Et le résultat final, c'est qu'en mars 2018, Dollarama, ils ont nommé leur première femme au conseil d'administration et ils ont adopté également une politique officielle de diversité. En juin de la même année, ils ont nommé une deuxième femme à leur conseil d'administration. Donc, on voit ici que dès qu'on fait la pression nécessaire sur les compagnies, ça donne des résultats. Et c'est là où c'est intéressant de voir que l'investissement responsable, il peut ramener du rendement et il peut également faire un impact, une différence très positive au niveau de tous les facteurs ESG. J'ai une question pour toi, Joe. Sur l'investissement comme ça, quand vous rencontrez des gestionnaires ou des conseils d'administration, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut penser qu'au début, ils n'ont pas trop le goût que vous vous immiscez dans leurs décisions corporatives et qu'ils vous tournent le dos, ils ferment la porte et disent merci, bonjour, je m'en vais voir ailleurs parce que ils ont un ego, hein, j'imagine. Comment puis peut-être tout à l'heure, je sais qu'Alexandra pourra sûrement intervenir comme gestionnaire aussi de ton côté, Alexandra, mais ça doit arriver. J'imagine qu'ils n'ont pas le goût de vous entendre. C'est un bon point. Et généralement, personne n'aime le changement. À chaque fois qu'on parle d'un changement, les gens ne voient pas l'utilité au départ. Donc, au niveau de notre compagnie, on a une équipe ESG qui va suivre et qui va intervenir à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de la sélection des gestionnaires. Il va aller rechercher les gestionnaires d'actifs qui vont avoir leur propre équipe ESG, qui vont impliquer tout l'investissement responsable et les facteurs ESG dans leur processus de sélection de titres. Donc ça, c'est la première partie, c'est comme en avant. Mais après, en aval, dès que le gestionnaire va commencer à placer les actifs dans des titres, on va faire un suivi, un monitoring. Donc, c'est un suivi très rigoureux de tous les aspects et l'impact de chaque compagnie, de chaque titre sur les facteurs ESG. Mais si on voit qu'il y a de l'impact négatif, on va commencer au départ à travers le vote par procuration, donc c'est-à-dire voter contre des résolutions autres. Des fois, on envoie des lettres au management. Si on n'a pas de retour, là, on peut aller vers même faire une lettre ouverte aux actionnaires. Et généralement, à travers notre actionnariat, là, on peut le voir sur cette date. Juste sur l'année 2021, on a fait 11 600 votes par procuration, dans lesquels il y a eu un taux de réponse pratiquement de 82% des sociétés. 131 compagnies sollicitées. Donc, on va aller rechercher des compagnies aussi prestigieuses que les fameux Apple ou Shopify ou Amazon de ce monde. L'idée, c'est de toujours forcer qu'il y ait un changement, ou ne serait-ce que pour lancer la discussion. Et comme tu as dit, Sylvain, c'est généralement les dirigeants, au départ, ils vont se dire non, tout marche bien. Mais après, si nous, en tant que gestionnaire d'actifs, on fait la demande, et si, par exemple, le regard gestion de portefeuille, de patrimoine fait la même chose, et si d'autres gestionnaires de la place font la même chose, à un certain moment, il y a quand même un certain momentum, et on arrive à créer le changement nécessaire. Merci, Mo. C'était très intéressant comme élément. Maintenant, Alexandra, d'entrée de jeu, tout à l'heure, je parlais des 17 objectifs de développement durable des Nations unies. De quoi il s'agit plus spécifiquement et de quelle façon, toi, comme gestionnaire de portefeuille, tu sélectionnes les titres ou les entreprises
que tu vas choisir, dans lequel vous allez investir chez RGP? C'est une excellente question. Puis avant d'aller dans le cœur du sujet, j'aimerais revenir un peu aux bases. Mo a très bien mis la table sur un peu les objectifs qu'on va vouloir aller chercher en investissement responsable. Faut savoir, là, on l'a vu avec la ligne du temps au début, que ça fait quand même assez longtemps que ça existe, l'investissement responsable. Ça l'a beaucoup évolué. Si bien que maintenant, il y a toutes sortes de stratégies possibles, toutes sortes d'impacts aussi qu'on peut avoir. Et j'ai une pyramide qu'on a vue là, quelques secondes avant. Donc, ça pourrait bien résumer en quelque sorte là, les différents niveaux. Donc, pour mettre la base, vous pouvez voir le premier niveau comme un peu l'investissement traditionnel, qui est l'investissement dont on a l'habitude, en fait, de placer dans nos placements. Si on veut faire un premier pas vers l'investissement responsable, Mo en a glissé un mot, on peut aller vers des exclusions. Donc ici, cette étape-là est principalement d'aligner les portefeuilles avec les valeurs des investisseurs, nos valeurs, là, vous et moi. Et on peut aussi aller plus loin avec l'impact où là, on va parler des objectifs des Nations Unies. Mais là, si on revient un petit peu au niveau des exclusions, à quoi ça pourrait ressembler? Donc, j'ai parlé de valeurs. L'idée ici, là, c'est que si pour vous, par exemple, c'est inacceptable d'investir dans des compagnies d'énergie fossile, du charbon, eh bien, nous, on va utiliser les filtres en tant que gestionnaire pour s'assurer qu'il n'y aura pas de traces de compagnie dans ces industries-là. Souvent, ce qu'on va retrouver dans les portefeuilles ESG, c'est beaucoup les exclusions par rapport aux vices, donc l'alcool, le tabac, l'armement également. Donc ça, c'est vraiment un premier step. On s'assure que le portefeuille correspond à nos valeurs. Ensuite, on peut aller beaucoup plus loin, donc viser un impact positif. Et là, à quoi ça va ressembler au niveau de la sélection des stocks? Donc, nous, en tant que gestionnaire, on va se référer justement, Sylvain, aux objectifs des Nations Unies, donc les 17. Les objectifs des Nations Unies, c'est quoi? Donc, c'est 17 objectifs des enjeux planétaires, en fait, qui ont été instaurés en 2014 par les Nations Unies, qui sont atteints en 2030. Et on ne les utilise pas seulement en investissement, là, donc un gouvernement qui voudrait améliorer ses pratiques, une entreprise s'y réfère. En investissement, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souvent faire des regroupements. Donc, les travailleurs thématiques, on va voir beaucoup l'énergie renouvelable, la gestion de l'eau, des déchets, leadership féminin également, donc il y en a plusieurs. Et on va aller chercher des entreprises qui apportent des solutions à ces enjeux-là. Je pense entre autres à une entreprise de panneaux solaires. On peut retrouver aussi des entreprises technologiques dans l'eau, donc qui vont développer des systèmes pour détecter des fuites dans les canalisations très rapidement. Donc, ces entreprises-là ont vraiment un impact concret et apportent des solutions là, directement. Oui, puis c'est des entreprises du futur. On n'est pas, tout s'en va vers ça, là. Donc, on est vraiment dans une croisée des chemins par rapport à ça. Puis on va voir des statistiques intéressantes tout à l'heure là-dessus. Là. Tout à fait, c'est des enjeux systémiques, là, donc ce n'est pas seulement une question politique, mais au contraire, là, on y fait face et les entreprises offrent des solutions. C'est d'ailleurs pourquoi, là, je vais devancer un peu, mais on parle souvent de la performance dans l'investissement responsable. Il y en a qui voient ça un peu comme des contraintes qu'on pourrait se mettre, alors que c'est tout le contraire, c'est des opportunités qu'on va saisir, c'est des opportunités que les entreprises vont saisir pour répondre à ces enjeux-là. Et au niveau de nos portefeuilles, nous, donc vous avez une belle pointe de tarte devant vous. À l'origine, quand on a lancé les portefeuilles, on voulait vraiment s'assurer d'offrir une solution qui allait intégrer des entreprises, justement, qui allaient faire une différence. Mais surtout, pas surtout, là, mais on tenait avant tout à la performance, c'est vos investissements, c'est l'épargne, c'est la retraite. Donc, c'est important de ne pas la compromettre. Et ça devient de plus en plus facile parce que, comme j'ai mentionné, on vient saisir des opportunités également. On va en parler tout à l'heure. Tu parles d'un point, Alexandra, puis je me permets, effectivement, il y a 15 ans, on pouvait dire ça des fois. Il y a 10-15 ans, si on allait dans ce qu'on appelait, au début, on appelait ça plus les fonds verts, il y avait un coût des fois à dire, bon, ben, j'y vais pour la vertu, j'accepte d'avoir peut-être un peu moins de rendement. Ça a été vrai au début, là. Il y avait moins de possibilités qu'aujourd'hui, mais c'est loin d'être ça depuis quelques années. Là. On n'est plus là du tout, là. On n'est pas là du tout. Et c'est ce qui est intéressant. On a tellement d'historique maintenant qu'il y a plusieurs études qui l'ont démontré, si bien qu'on va le voir tantôt, ça peut même ajouter une performance additionnelle. Donc, nous, c'est sûr que c'est impératif. Et on voulait aussi faire des portefeuilles qui allaient être très complets et diversifiés. Donc, tantôt, on parlait des exclusions. Mo a parlé d'engagement actionnarial, le dialogue avec les entreprises, d'impact. Donc, nous, on va vraiment utiliser l'ensemble de ces stratégies-là.
Excellent. Maintenant, depuis l'arrivée de l'investissement responsable, spécialement pour le E de environnement, un nouveau mot est apparu dans les dictionnaires. Je vais commencer par toi, Alexandra, puis après ça, Mo, je veux que tu répondes à ça. Nouveau mot qui est apparu, le mot éco-blanchiment ou greenwashing en anglais. De quelle façon, comme gestionnaire de portefeuille, vous pouvez protéger pour ne pas faire berner par les entreprises que vous sélectionnez? Moi, je suis un plus vieux, là. Il y a peut-être des plus âgés qui nous écoutent, qui sont en direct avec nous. Moi, quand j'étais jeune, il y avait Madame Blancheville qui l'avait plus blanc que blanc. Mais aujourd'hui, il y a des entreprises qui veulent essayer d'être plus vertes que vertes. Comment vous vous protégez, toi comme gestionnaire, puis moi chez vous, les gestionnaires, comment on peut se blinder par rapport à ce beau parler-là qui, des fois, est de la poudre aux yeux peut-être, là? C'est effectivement un enjeu, Sylvain, de plus en plus, puis même pas juste en investissement, on le voit dans la consommation. Là, on arrive à la pharmacie, on veut s'acheter une brosse à dents, il y en a une belle en bambou avec un emballage très floral où on nous promet que l'empreinte est plus faible, alors qu'on entend par la suite que par sa durée de vie, c'est pas le cas. En investissement, c'est la même chose. Donc, effectivement, il y a des entreprises qui, quand on regarde le discours marketing, tout a l'air beau, ils ont l'air de des leaders en environnement, il y a des actions qui semblent avoir été prises. Mais ensuite, quand on soulève le capot, on se rend compte que les babines ne suivent pas les bottines. Et c'est le rôle en tant que gestionnaire, c'est là où on passe beaucoup de temps là, donc à creuser pour tenter de cerner ces pommes pourrites-là. C'est sûr qu'on va utiliser des données externes à la compagnie, donc pas seulement utiliser les données que la compagnie nous donne. On va analyser aussi les enjeux des industries. Je pense entre autres, récemment, nous, on voulait investir dans l'industrie du cacao. On sait qu'il y a des enjeux massifs de déforestation et de droits des travailleurs. Puis, on avait une entreprise qui se positionnait comme leader, qui apportait des solutions qui semblaient vraiment faire la différence. Mais en se renseignant sur l'industrie, on s'est rendu compte que c'est impossible pour les entreprises de tracer, en fait, d'où proviennent les fers. Donc, c'était pas réaliste, les promesses qui étaient mises de l'avant. Fait qu'on a laissé tomber. Mais l'idée ici, là, c'est vraiment de creuser le plus possible les données externes aux compagnies. Il y a des agences gouvernementales aussi qui vont se spécialiser, par exemple, dans l'analyse de la chaîne d'approvisionnement pour les droits des travailleurs, les conditions des travailleurs. Donc, c'est vraiment d'aller chercher de l'information là, partout pour essayer justement de réduire les risques. Il n'y a pas de risque zéro, mais on tente là, vraiment de réduire au maximum. Mo? Donc, par rapport à l'éco-blanchiment ou le greenwashing, c'est vrai que c'est un événement, c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus. Nos gestionnaires, comment ils évitent ce phénomène-là? Premièrement, au niveau de la sélection, la première sélection en amont d'un gestionnaire, d'un sous-conseiller, c'est d'aller vraiment inclure tous l'investissement responsable et les facteurs ESG dans le cadre de la sélection de ce gestionnaire. Donc, c'est vraiment forcer le gestionnaire, par exemple, NEI. Dans son nom, vous voyez comme quoi il y a le Northwest Ethical Investment, le E c'est pour Ethical. Donc, on se donne comme objectif de toujours garder l'investissement responsable comme notre pilier de base. Donc, par exemple, NEI, dans le cadre de sa sélection comme une équipe comme Amundi, ils ont vérifié si Amundi a sa propre équipe ESG. Donc, Amundi, ils ont une bonne équipe ESG, plusieurs personnes, des analystes, des gestionnaires de portefeuille qui sont à l'intérieur en train de valider les aspects ESG de chaque titre qu'ils détiennent. Mais après, on ne va pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Après, il y a notre équipe ESG interne de NEI ici au Canada. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire toujours un suivi et un monitoring pratiquement au day-to-day. Donc, pratiquement chaque jour, ils vont aller voir tous les titres et voir l'incidence de chaque titre. Et ils vont utiliser, en termes de recours, ils vont recourir à plein d'éléments, que ce soit l'analyse directe de tout ce que ressort la compagnie, mais ce qu'on dit la presse également, les rapports des régulateurs également. Parfois, on utilise l'intelligence artificielle pour aller rechercher est-ce que cette compagnie a été citée beaucoup dans les réseaux sociaux et tout. Donc, toujours aller rechercher un maximum, une vue pratiquement à 360 de la compagnie pour voir tout ce qui est aux alentours, que ce soit des relations avec ses clients, ses prestataires externes, ses fournisseurs et même ses employés. Donc, tout ça, ça permet d'avoir, et en plus de ça, comme a dit ma collègue Alexandra, c'est qu'il y a des entreprises externes, des prestataires externes qui vont aller vraiment cruncher les chiffres. Ils vont faire beaucoup de data mining, d'aller rechercher les bons chiffres pour montrer que telle compagnie ou telle compagnie, est-ce qu'elle a un impact positif ou autre. Pour la partie impact, et là je veux revenir sur un élément qu'on voyait tout à l'heure sur la pyramide impact, il y a des entreprises qui se sont engagées à donner à la fin de chaque année
un rapport d'impact. Je vais Mm. prendre pour exemple rapide le fonds leader en environnement de NEI. Et c'est un fonds, je présume, Sylvain, que c'est un fonds que tu utilises beaucoup dans ton modèle. Oui, Je présume dans que nos pas mal de modèles clients l'ont depuis. dans son. Oui, oui. Ouais. Donc, ce fonds-là, par exemple, chaque année, il va ressortir son rapport d'impact. Et c'est un impact mesurable. La méthodologie, elle est claire. Il y a un site web qui détaille tout. C'est quelque chose que chaque client peut aller le voir. Par exemple, un client qui a investi, je vais donner des chiffres. Donc, c'est vrai que les chiffres dans le rapport, ils sont toujours sur une base d'un placement de 10 millions de dollars canadiens. Par exemple, on dit que chaque 10 millions de dollars canadiens, ça permet de sauvegarder l'énergie de 150 mégawatts. C'est beaucoup, mais quand même 10 millions de dollars, il y a peu de clients qui vont mettre 10 millions de dollars dans un seul fonds. Ça va être un manque de diversification. Mais si on ramène ça à quelque chose de plus palpable pour les clients finaux, disons que 100 000, c'est 1% de ce 10 millions. Donc, chaque 100 000 de dollars, un client qui a investi 100 000 de dollars dans ce fonds-là précisément, il peut se targuer d'avoir économisé l'énergie de 1,5 MW. C'est pratiquement l'équivalent de 40% de son ménage. Dans mon Mhm. cas, moi, c'est 40% de mon ménage, donc c'est pratiquement mes deux adolescents. Leur électricité, je peux prouver avec des feuilles, avec des choses que je peux demander à mon conseiller. Et là, je demande aux investisseurs, ils peuvent demander ça à M. de Champlain. Il va vous donner ce rapport-là. Ce rapport-là, il existe sur notre site web. C'est bon. Ce même 100 000 dollars, il a fait le traitement et l'économie d'eau pour 1 mégalitre. 1 mégalitre, c'est la consommation moyenne de 6,4 ménages. Donc, c'est 6 familles. Moi, j'habite dans un croissant ici à Saint-Hubert, dans la rive sud de Montréal. Mon croissant, il y a 7 maisons. Donc, ça tombe bien. Je peux me targuer comme quoi j'ai économisé l'eau de tout mon croissant. Même chose pour les matériaux, donc tous les déchets solides. Je peux me targuer comme quoi on a récupéré les matériaux et traités pour 3,6 ménages. Ceux qui ont des questions par rapport à ça, ils peuvent les poser par la suite à Sylvain. Et vous allez voir, il peut vous fournir ces rapports-là. Donc, juste pour donner comme quoi, des fois, il y a des mécanismes pour aller rechercher plus Mhm. d'impact et de le mesurer à travers des méthodologies bien précises et de le présenter dans des rapports. Super. Merci, Mo. Euh, j'ai une question pour vous deux. On le sait, on a passé l'année 2022. On a connu en 2022 une tempête parfaite là, à tous les niveaux. La guerre avec l'Ukraine, inflation, taux d'intérêt, risque de récession, marché obligataire qui a dégringolé, là, tout y a passé. Et l'investissement responsable a souffert un petit peu plus que l'investissement traditionnel en 2022. En 2, 3 minutes chacun, qu'est-ce qui explique cette performance-là des portefeuilles ou des investissements ESG et est-ce qu'on doit s'inquiéter pour l'avenir? Alexandra. C'est une excellente question. D'abord, j'aime bien moi le graphique qui est mis à l'écran. Là, on parle d'année extraordinaire, c'en est une. Donc, vous pouvez voir les performances des deux principales classes d'actifs, les actions et les obligations, en espèce de doré là, pour 2022, versus les performances des années depuis 1871. Donc, on voit qu'on est carrément, là, à part les deux classes d'actifs, ont moins bien fait. Au niveau de l'investissement responsable, c'est effectivement vrai que l'année a été légèrement inférieure. On va le voir dans la diapositive suivante. En raison de plusieurs choses, là, comme toute stratégie, les stratégies peuvent être cycliques. Dans le cas de l'investissement responsable, on avait des biais un peu vers des titres davantage croissance qui apportent des solutions, de l'innovation, mais qui sont plus sensibles aux hausses de taux d'intérêt, entre autres. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que moi, j'aime bien regarder le portrait sur 5 ans. On va le voir, ouais, on l'a tout à fait à l'écran. Donc, ici, on vient comparer la performance des stratégies d'investissement responsable aux investissements traditionnels. En turquoise, là, c'est les stratégies d'investissement responsable. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a eu précédemment 3 années incroyables où on a nettement ajouté une valeur positive. Donc, il ne faut pas regarder l'année en l'isolant, bien que 2022 ait été légèrement moins bonne. Il faut vraiment regarder ça dans son ensemble. Et ça revient à mon point de tout à l'heure. Aujourd'hui, l'investissement responsable, ce qu'on sait, c'est que ça suit les rendements de l'investissement traditionnel et même, on peut s'attendre à une valeur ajoutée là, sur certaines années. Bon, quelque chose à ajouter de ton côté? Bien sûr. Donc, toujours pour revenir sur le même fonds, le fonds Leader en environnement, je présume que l'année dernière, c'était une année très difficile à expliquer aux clients. Donc là, je veux parler premièrement du fait que quand on fait de l'investissement responsable,
c'est quelque chose qui consomme beaucoup de temps des gestionnaires pour aller rechercher chaque titre et de faire le suivi de son impact, de faire le suivi de son impact sur les facteurs ESG et de l'investissement responsable. Ça veut dire que les portefeuilles, généralement, ils sont très concentrés, ils ne sont pas diversifiés. Il n'y a pas de 1000 titres dans un fonds comme l'hydro-environnement. Il y a 40 à 60 titres maximum. Donc, des années difficiles comme 2022, on l'a vu tout à l'heure, ce qu'on appelle dans le jargon financier, c'est un black swan, c'est comme une oie très noire qu'on aura du mal à voir 2 fois dans sa vie. Donc, l'année dernière, c'était difficile, mais il faut voir, comme a dit ma collègue Alexandra, il faut voir plus de long terme. Le fonds lié dans l'environnement, sur 3 ans par exemple, il se classe sur le premier décile, c'est-à-dire qu'il dépasse 90% de la compétition. Et cette compétition, il utilise des classes d'actifs, par exemple le pétrole. L'énergie. L'énergie, c'était le seul actif qui était positif l'année dernière. Le seul. S'il y a un endroit où il faut être, effectivement, avec la crise avec la Russie et l'Ukraine, s'il y a un endroit où il fallait être, malheureusement, c'était dans le pétrole. Et effectivement, vous êtes hors de ce secteur-là pour les raisons qu'on connaît. Et temporairement, puis on s'entend que l'avenir n'est pas dans le pétrole, mais dans l'énergie solaire, l'énergie renouvelable, l'éolien et tout ça. Donc, puis j'aime ça parce que ça remet les choses en perspective. Et puis, effectivement, une mauvaise année ne fait pas de réalité non plus. Là. Puis le pétrole, on pourrait le voir sur la Oui. Vas-y, Alexandre. Je pense que le pétrole, c'est un bon exemple. Donc, si on regarde juste 2022, on pourrait croire qu'on voulait être 100% dans le pétrole, mais si on regarde les années qu'il y a eu avant, même les 10 années précédentes, on ne voulait pas être dans le pétrole. Mais je vais aller plus loin. Oui, puis je vais plus loin. Depuis 6 mois, vos portefeuilles ont performé mieux que les portefeuilles traditionnels qui ont du pétrole. Alors, le rebond est déjà enclenché de façon importante. Nous, on le voit dans nos modèles, là, avec RGP, avec NEI et avec tous les autres firmes. Mais effectivement, déjà, c'est enclenché. On voit la différence. Puis, un autre chiffre intéressant que tu nous as amené, Alexandra, c'est ce chiffre-là. J'aimerais que tu le commentes. Vous savez, en investissement, la loi de l'offre et la demande s'applique aussi beaucoup. Donc, quand on a une demande plus marquée, ça peut influencer les cours et les produits. Ici, vous avez un graphique où on vient montrer l'entrée nette des flux de capitaux mensuels en 2022. Encore une fois, on vient comparer l'investissement responsable avec l'investissement traditionnel. Et malgré l'année exceptionnelle, extraordinaire qu'on a eue dans le mauvais sens, là, quand on regarde les entrées d'argent dans les stratégies d'investissement responsable, non seulement ce qu'on se rend compte, c'est que c'est nettement supérieur aux stratégies traditionnelles, mais on est aussi dans le positif, donc il y a rentré plus d'argent qui en est sorti. Alors que quand on met la loupe là, sur l'investissement traditionnel, donc pas responsable, on est très profond dans le négatif, là, donc il est sorti beaucoup plus d'argent de ces stratégies-là. En somme, ce qu'on peut retirer de cette diapositive-là, c'est que les stratégies d'investissement responsable ont été plus résilientes en cette année qui était plus difficile là, pour l'ensemble, en fait, de l'industrie. Tu nous as envoyé un autre graphique également, et c'est tiré de The Economist, un article intéressant qui fait un parallèle avec ce qu'on a vécu avec la guerre en Ukraine depuis un peu plus d'un an déjà. Commente-nous un peu cet article-là, puis où ça a eu un impact, où ça va avoir pour les prochaines années un impact positif. Bon, malheureusement, c'est jamais positif une guerre, là, mais quand on regarde l'impact de ce mauvais événement-là, qu'est-ce que ça nous dit par en avant, là? Très bon article, même c'est un dossier complet d'économistes là, sur tous les impacts en fait que la guerre pourrait avoir. Phénomène intéressant, qu'est-ce qu'on a remarqué au début de la guerre, c'est une augmentation. En fait, on a réouvert des centrales au charbon et d'énergie fossile. Mais quand on regarde un peu plus loin, ce qu'on a réalisé, c'est que les gouvernements, en fait, partout dans le monde, ont vraiment pris conscience de la dépendance énergétique qu'on avait à certains pays exportateurs qui comportaient des risques géopolitiques très grands. Ça, c'est une chose. Puis on a aussi réalisé à quel point l'énergie fossile est épuisable et ce n'est pas une ressource renouvelable. Donc, si on se projette loin dans le futur, on sait qu'on va avoir un gros problème là, sur les deux plans. C'est ce qui a fait en sorte que quand on regarde plus long terme, l'effet de la guerre, il y a plusieurs gouvernements qui ont injecté massivement des capitaux dans les stratégies d'énergie renouvelable. On ne veut plus vivre ce qu'on a vécu en 2022. Vous avez en juillet dernier le Biden Inflation Act aux États-Unis. On parle ici de 370 milliards US. C'est énorme comme montant dédié à la transition.
Vous avez le Canada avec son budget historique en termes de climat. Là, on parle de 20 milliards sur 5 ans. Il y a l'Union européenne aussi, là, on parle de 270 milliards US pour la transition. Donc, on n'a jamais eu autant d'argent qui est envoyé là, dans des projets d'énergie renouvelable. C'est ce qui a fait en sorte qu'en 2022, on a vu en fait le montant des investissements dans le renouvelable dépasser celui des énergies fossiles. Donc, c'est vraiment là, un point de bascule majeur. Et il y a un autre élément ici qui est intéressant. En 2019, on a vu en fait les coûts des énergies renouvelables arriver à égalité avec les coûts de l'énergie fossile. Et maintenant, en fait, quand on regarde ça, ça coûte même moins cher d'aller dans des projets d'énergie renouvelable. Donc, peu importe les enjeux, peu importe nos convictions, le débat politique, personne ne veut payer plus cher pour une même ressource. Et c'est ce qui est vraiment un vent de dos dans tout ce qui est transition climatique. C'est une bonne nouvelle. Il nous reste à peine 3 minutes et quelques secondes. Je ne veux pas passer sous silence quand on parlait d'impact que les firmes comme NEI, comme RGP, vous avez en rencontrant les conseils d'administration. Vous avez un programme super intéressant chez Greenwise, chez RGP, qui m'a impressionné, moi, depuis le jour 1. Et c'est le programme Planter des arbres en 1 minute et demie, Alexandra. Parle-nous de ce programme-là. Tout à fait. Donc, Mo parlait vraiment de quantifier l'impact. Là. Donc, on veut aller plus loin. Et nous, on voulait être cohérents en tant que firme également. Donc, multiplier cet impact-là au-delà de notre fonds d'investissement. On a lancé le programme Planter un arbre. Donc, à chaque fois qu'il y a 20 000 qui rentrent dans nos portefeuilles Greenwise, on va planter un arbre et pas dans notre cours au Québec. Là. On s'est vraiment affilié avec un expert qui va analyser différents endroits dans le monde où il y a vraiment des besoins marquants pour aussi maximiser l'empreinte de CO2 par la suite qui va être sauvée par ces arbres plantés-là. Et je sais que cette année, vous êtes en Colombie-Britannique, notamment en raison des feux de forêt énormes que la Colombie-Britannique a vécu dans les dernières années. Là. Tout à fait. Là qu'on replante cette année. Oui, c'est un endroit de choix. Là. Les besoins sont majeurs. C'est une très belle initiative. Maintenant, Maud, ton mot de la fin en 1 minute et demie. Commente-nous ce graphique-là parce qu'il y a de l'avenir, il y a de l'espoir. On parle de ce qui s'en vient en avant sur l'investissement responsable. Commente-nous ton graphique, Maud. Donc, le graphique, il parle brièvement d'un sondage d'opinion qui a été opéré par l'Association de l'investissement responsable juste récemment, en 2021. On voit que quand on a posé la question, êtes-vous préoccupé par les changements climatiques et l'environnement? Il y a 86%. 86%, c'est énorme. C'est pratiquement la grosse majorité des répondants qui étaient très préoccupés ou au moins préoccupés. Donc, ça veut dire que il y a les gens ont beaucoup conscience comme quoi ils doivent faire des actes directs sur le changement climatique et l'environnement. Mais par la suite, quand on voit la part de l'investissement responsable dans tout le microcosme de l'investissement au Canada, qui est de 2000 milliards, 2 trilliards, il n'est même pas de 2%. Donc, ça montre le potentiel à l'avenir. Et pour revenir à l'idée tout à l'heure d'Alexandra par rapport à l'année dernière, pourquoi l'investissement responsable il a été résilient? C'est parce que les gens qui investissent là-dedans, ils ont également de la conviction. Ils investissent pour avoir un impact positif dans l'avenir. C'est quelque chose du moment s'il y a des baisses, s'il y a des 2-3% de baisse, ils savent que sur le long terme, ils sont gagnants. Et je présume qu'à date, ils avaient raison parce que ceux qui sont restés dans le fonds, par exemple, l'année dernière, juste depuis le début de cette année, ils ont eu des rendements vraiment excellents. Vraiment, c'est exceptionnel qu'ils ont eu comme rendement. Et des fois, il faut toujours penser très long terme. Il faut faire confiance à son conseiller. Par exemple, les clients qui sont avec vous, M. de Champlain, ils vous ont fait confiance, vous les avez vraiment passés dans différentes secousses des marchés. Et là, récemment, ça prouve comme quoi ce que vous leur donnez comme fonds, c'est quelque chose qui est pratiquement prêt pour être sur du long terme, pour être très rentable sur du long terme. Quand je regarde qu'il n'y a que 2% de l'investissement au Canada qui est dans les fonds d'investissement responsable, je pense que votre emploi, votre job est assuré. Hein? Vous êtes assez en sécurité sur votre chaise tous les deux. Alexandra et Mo, je veux vous remercier énormément de votre générosité. Ça a été agréable de vous avoir, très instructif. Et nous aussi, on va avoir cet impact-là de Champlain Groupe Financier au niveau de la planète, on veut jouer un rôle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouvait important de faire ce webinaire-là avec vous deux. Merci de votre générosité, bien sûr. Et puis, sur ce, mesdames et messieurs, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez apprécié nos invités qui ont su vous informer, susciter un intérêt grandissant envers l'investissement responsable. Et que vous allez avoir peut-être parlé à votre conseiller chez De Champlain ou ailleurs, pour ceux qui ne sont pas clients chez nous, et pour leur demander
que ça a suscité un désir pour vous d'investir une portion de votre portefeuille dans l'investissement responsable, il y a un potentiel énorme. Vous pourrez aussi, vous, comme investisseur, avoir un impact positif pour la planète. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Alexandra et Mo, merci encore. Merci, Merci, Sylvain. M. de Champlain. Merci.